Cette idée que nous formons une grande famille humaine et que nous devons tous nous faire des bisous et que le populisme, le nationalisme, c'est le mal absolu, il y a ce corpus idéologique qui fait masse et qui forme une caste. Éric Verhaeghe, bonjour. Bonjour Pierrot, c'est un plaisir de te retrouver chez moi. Mais oui, on vient de faire un entretien où tu m'as interviewé, et donc Vengeance, c'est à mon tour de t'interviewer. On avait parlé il y a l'année dernière, pour parler de ton livre Le Great Reset, Mythe et réalité, qui était très intéressant et auquel je renvoie nos auditeurs et spectateurs donc à cette vidéo d'il y a l'année dernière. Et je voulais en profiter pour parler de cet excellent livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu. Alors celui-là, on vient de me le passer, il est sous blister, mais je l'ai vraiment lu. Sécession, dont le sous-titre est très bien, Manuel d'autodéfense contre la caste. Sécession, caste, de quoi parlons-nous? Alors, l'idée a été quand même de dire, parce que dans la foulée du Great Reset et dans la foulée du Covid et de tous ces traumatismes, je me suis aperçu que beaucoup de gens étaient à la recherche de solutions concrètes pour réagir. Et donc, le manuel d'autodéfense contre la caste est un livre pratique. Je suis en train d'écrire le côté théorique qui s'appellera, a priori, le traité du monde d'après. Qui posera plus le cadre théorique de comment construire une démocratie libertarienne et comment comment faire notre Great Reset à nous, c'est-à-dire comment profiter de ces moments de transition que nous vivons pour construire un monde meilleur. Mais donc le sécession, le manuel contre la caste, c'est vraiment des pistes pratiques pour que les gens puissent s'émanciper d'un système qui est fondamentalement liberticide, on le voit. Il y a un projet liberticide qui existe et ce sont des conseils pratiques pour que chacun puisse agir. Parce que je suis assez convaincu, Pierrot, que tu partages cette idée. Beaucoup ont la conviction qu'on ne peut rien, qu'on est des petites gens qui sont trop puissants pour nous, que ce qui est écrit, le complot est une fatalité, et qu'au fond, nous n'avons aucune possibilité de réagir. Et moi, je fais partie, mais je pense que tu me rejoins sur ce point, je fais partie de ceux qui pensent que, en réalité, une société ne change que parce que les individus changent. Je fais partie de ceux qui croient que on ne change pas la société pour changer les hommes, on change les hommes pour changer la société. Et que donc, si nous voulons échapper à ce grand projet mondialiste où nous serons des pions condamnés à consommer avec l'argent qu'on nous versera par de l'hélicoptère money, par un revenu universel, etc. Si on veut échapper à ce destin-là, il ne faut pas chercher de grandes actions collectives, théoriques, utopiques, les lendemains, le grand soir. Tous ces moments qu'on ne voit jamais arriver, je pense qu'il faut que le grand soir doit être individuel et chacun doit le prendre en main dans sa propre vie. Et donc le manuel de sécession contre la caste, c'est un manuel qui vise à permettre à chacun d'avoir des pistes pour concrètement s'émanciper. Je crois qu'il y a des gens qui sont dans deux stades. Il y a des gens qui sont réellement conscients de ce qui se passe et qui ne savent pas forcément par quel bout prendre l'affaire. Et donc, dans ce livre, on y trouve un certain nombre de conseils très français, on m'en voudra pas, sur comment moins payer d'impôts, ou en tout cas la logique d'émancipation fiscale, de sécession fiscale, de sécession sociale, puisqu'en France, il y a de très fortes cotisations sociales qui sont un vrai poison pour la vie quotidienne et pour la vie des entreprises, des entrepreneurs. Si on veut quitter le salariat pour devenir entrepreneur, le premier sujet qu'on a, c'est de devoir payer des cotisations sociales qui sont étouffantes. Il y a des conseils sur la sécession scolaire et fondamentalement la sécession spirituelle et culturelle. Voilà, donc sont des pistes. Hein, on ne va pas lire ce livre pour y trouver un traité. Je suis en train de le rédiger. On y va pour desserrer l'étau de ce narratif, comme on dit, cette propagande quotidienne, permanente,
qui est déversé par des médias surfinancés par des grands intérêts ou par les États. Parfois en France, on le sait, il y a un cartel des médias subventionnés qui touche 1 milliard par an d'euros pour pouvoir déverser sa propagande sur la population de façon totalement cartélisée. Donc si on veut échapper à ça, voilà, il y a quelques conseils dans ce livre. Alors, autodéfense contre la caste. Alors aujourd'hui, on est obligé de prendre toujours des pincettes lorsqu'on essaie d'expliquer qui est cette caste. Et je crois qu'on est sur la même longueur d'onde où on ne veut pas jouer le jeu d'idées complètement débiles. Donc je pose la question clairement, qui est la caste aujourd'hui? Alors c'est tout un sujet, puisque c'est la différence entre une classe sociale telle que Marx l'avait analysée et une caste. Alors, on pourrait en faire des heures de discussion. L'élément moteur, c'est que la classe sociale telle que Marx l'avait analysée se caractérisait par la détention des moyens de production. Pour Marx, il y avait ceux qui détenaient les moyens de production et ceux qui louaient leur force de travail. C'était classe sociale. Et donc, ce qui définissait le groupe, c'était d'une certaine façon la structure patrimoniale. Aujourd'hui, on vit une période un peu particulière où finalement les détenteurs de leurs moyens de production, c'est-à-dire les petits patrons, les entrepreneurs notamment, sont des bébés, sont des nains par rapport aux grands managers, le PDG de Total qui n'a pas créé Total, et qui est probablement un homme très bien, mais c'est pas lui qui a créé Total, il n'est pas lui-même propriétaire des moyens de production de Total. C'est un manager, il est nommé, il a été choisi par un conseil d'administration qui lui-même est composé de gens qui sont des représentants d'autres gens. Et donc ce système où ce ne sont plus les propriétaires qui siègent, mais les employés, ce système est devenu plus puissant que ceux qui sont propriétaires des moyens de production. C'est-à-dire que la notion de classe sociale dominante, telle qu'elle pouvait exister chez Marx, a été complètement modifiée par l'évolution du capitalisme, et notamment ce que j'appelle de temps en temps sa syndication, derrière des fonds d'investissement, des fonds de pension, qui collectent des sommes colossales, et qui sont des espèces de syndicats de propriétaires ou les syndicats d'actionnaires. Et donc, aujourd'hui, nous avons affaire à cette caste, c'est-à-dire cet univers des managers, des employés qui exercent le pouvoir au nom de gens qui les envoient, au nom de mandants. Et cette réalité du pouvoir managérial, elle existe dans le secteur public comme dans le secteur privé. Elle existe dans le secteur public, évidemment dans les grandes administrations, avec des hauts fonctionnaires qui exercent un pouvoir extrêmement large grâce au pouvoir de régulation de l'État qui a permis à l'État de se mêler de tout. On dit beaucoup que nous sommes dans une époque néolibérale. En réalité, c'est pas faux, mais le néolibéralisme se caractérise par l'intervention de l'État dans tous les domaines au nom de la régulation. Pas très libéral, le néolibéralisme. Le néolibéralisme a été, j'en parle dans mon prochain livre, dans mon traité du monde d'après, dans le chapitre « Quel État voulons-nous ?», le néolibéralisme est fondé sur une logique de régulation de l'État et du marché, de la production par l'État. Et donc, les hauts fonctionnaires sont les régulateurs du marché. Mais ce management existe aussi dans le privé. J'ai cité le cas de Total, mais aujourd'hui, toutes les grandes entreprises mondialisées sont dirigées. Alors, on mettra Elon Musk à part, mais on pourrait là aussi disserter de la situation d'Elon Musk très longuement. Mais mis à part quelques entreprises qui ont fondé l'hypercapital américain, comme Facebook, comme quelques startups, l'essentiel, et encore, c'est de moins en moins vrai, l'essentiel des grandes entreprises transnationales, moi j'aime pas la notion d'entreprise multinationale, je crois que multinationale, c'est quand on est dans plusieurs nations. Je pense que la particularité de ces entreprises, c'est qu'elles transcendent les nations, elles sont transnationales. Toutes ces entreprises sont dirigées par des managers qui sont les représentants de personnes qui ne sont pas là, de propriétaires absents. Et donc c'est cette caste, c'est-à-dire ce groupe qui ne se distingue pas par la propriété des moyens de production,
mais par le fait qu'il est porteur d'un mandat. Sont des employés, sont des salariés, mais sont des employés cadres. Ils bénéficient, comme on dit, d'un mandat social en français. Et ces gens-là, ils sont unis par une vision du monde, des valeurs communes, qui sont essentiellement des valeurs mondialistes, un attachement aux institutions multilatérales, un attachement à cette idée que nous formons une grande famille humaine et que nous devons tous nous faire des bisous et que le populisme, le nationalisme, c'est le mal absolu. Et il y a ce corpus idéologique qui fait masse et qui forme une caste. Et ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, nous mènent à la catastrophe, parce qu'en réalité, si on fait le bilan de 40 ou 50 ans de régulation de l'économie mondiale ou des économies régionales par ces managers, et j'inclus la Chine et les pays d'Asie dans cet ensemble, on s'aperçoit quand même que nous vivons dans un monde de plus en plus endetté, où les gens sont de plus en plus malheureux globalement, de plus en plus aliénés, et où il y a de moins en moins de perspectives politiques. Donc c'est le mal gouverno, comme on disait. Donc je pense que la caste, pour moi, c'est ça, c'est cette élite que Platon avait décrite dans la République, et qui se prétend être la tête pensante, et nous serions les jambes ou les bras, et qui, d'une façon ou d'une autre, est entrée dans une impasse parce qu'elle n'a pas de vision d'avenir. Alors, deux remarques que je vais faire qui sont un peu un pas de côté, mais qui sont liées à ce que tu viens de dire. Premièrement, récemment, en Suisse, nous avons eu une pseudo-faillite d'une très grande banque, le Crédit Suisse, qui a été, dont son concurrent numéro 1 et plus grande banque de Suisse, l'Union de banques suisses, a été obligée d'acheter, forcée par l'État. Pourtant, quoi qu'en dise la gauche, le système bancaire est parmi les plus réglementés au monde, et de toutes les industries. Donc, premier point. Et les plus protectionnistes. Et très, oui, en tout cas très, très réglementé. Il fut un temps, ouvrir un compte en banque en Suisse, c'était une question de 2 minutes. Aujourd'hui, ils veulent savoir les revenus, de quel pays ils viennent. Enfin, c'est devenu très compliqué. Ça, c'est une première remarque que tu pourras commenter. La deuxième remarque, c'est que lorsqu'on a une caste que l'on idolâtre d'une manière structurelle et institutionnelle, qu'on est obligé d'idolâtrer, quand on arrive à un problème, à un moment de faillite du système, la colère qui devrait être en partie partagée contre elle-même par la population, parce qu'au fond, elle a accepté tout ça, eh bien, elle se transforme, en général, dans la destruction de cette idole. C'est pas Laborie, mais il y a pas mal d'anthropologues qui ont travaillé sur cet aspect-là, sur la destruction du bouc émissaire, et parfois dans des violences inouïes. Donc, qu'est-ce que ces deux commentaires, à quoi te font-ils penser ? Moi, je veux insister en effet sur une notion, parce que tu parles de la question de la réglementation bancaire. Nous vivons depuis 30 ans dans cette ère dite néolibérale de régulation qui devient une ère de capitalisme de connivence. C'est-à-dire que de plus en plus, et la France est un pays champion du capitalisme de connivence, les banques françaises, je veux le dire comme ça par exemple, puisqu'on parle des banques, les banques françaises sont dirigées par d'anciens hauts fonctionnaires qui ont généralement commencé leur carrière à l'inspection générale des finances. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés de réguler le marché deviennent les grands bénéficiaires du marché par un système de copinage, mais qu'on a connu en Union soviétique, puis en Russie avec ce qu'on appelait la nomenclatura. Donc aujourd'hui, nous sommes dirigés par une nomenclatura. Et de fait, le prétexte de réguler le marché est devenu en fait un prétexte pour défendre les grands intérêts. Donc moi qui ai un peu travaillé dans le monde patronal, je me souviens qu'effectivement, ceux qui me payaient me disaient il ne faut pas de règles là où il y a des gros acteurs qui cartélisent le marché, là où il y a des petits acteurs entrants qui viennent mordre les mollets des grands, il faut faire des normes sociales élevées pour être sûr que les petits ne puissent pas accéder au marché. Et de ce point de vue, il faut comprendre qu'il y a
une unité d'intérêt entre les gens de gauche qui parlent de normes sociales élevées au nom de la protection du travailleur, etc., et le grand capital, comme eux-mêmes disent, ou l'hypercapital mondialisé. Pourquoi ? Parce que fixer des normes élevées pour accéder à un marché, par de la réglementation produite par un État bienveillant, c'est éliminer les petits et donc réserver le marché, protéger le marché, pour que seuls les mieux dotés, les mieux financés, les mieux capitalisés y aient accès. Donc, de mon point de vue, nous sommes dans cette phase, dans ce crépuscule du capitalisme de connivence, où la réduction, la diminution des rendements, la diminution croissante des rendements, oblige à avoir une réglementation de plus en plus protectrice et donc de plus en plus exclusive et qui concentre de façon de moins en moins satisfaisante la richesse entre quelques mains. C'est ce à quoi nous assistons. Et de ce point de vue, je suis absolument convaincu que pour des raisons systémiques qu'on ne va pas expliquer aujourd'hui, mais il y aura deux phases dans ce qui va se passer, c'est-à-dire que nous assistons effectivement à une contestation fondamentale de la caste qui, comme disait Platon dans le Protagoras, ne prend pas sa part de justice, c'est-à-dire que la caste aujourd'hui considère que le système doit lui profiter et que si les autres souffrent, c'est pas grave, c'est une donnée, et ça je crois qu'on ne peut pas diriger une société de cette façon. Donc je suis assez convaincu que la société va se rebeller et va effectivement réclamer un renouvellement des élites, comme ça a été le cas en France entre 1789 et 1815. Et je pense que, comme en 1789, il y aura un mode opératoire qui se ressemblera, c'est-à-dire qu'il y aura une remise en cause de la caste actuelle, et il y aura une expérimentation mélenchoniste, qui sera fondée sur un tout réglementaire, sur un tout État, sur un tout collectivisme. Et je pense que ça durera. Oui, ça va bien marcher, ça. Pendant 6 mois, il y aura un rêve d'égalité, dont on protège les petites gens, etc. Tout ce que je lis très souvent dans les commentaires, il faut des gens gentils, il faut le règne des bons sentiments. Et je pense que très vite, les gens vont comprendre que l'enfer est pavé de bons sentiments et que une fois que la caste sera tombée, une fois qu'elle aura été remplacée par une aventure égalitariste, il y aura une libération de l'ordre spontané de la société. Je crois que c'est le passage nécessaire et le moment on ne pourra pas y échapper. Il y a une espèce de processus historique qui veut ça. Ça prendra 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pol Pot a duré à peu près cette période-là aussi, c'était folklorique. Alors, de la sécession à l'autonomie, à la survie, quelles sont les différences et quels sont, selon toi, les points communs ? Alors, la survie est très tournée vers l'autonomie alimentaire et vers l'autonomie, j'allais dire, physique. Alors, elle a, comme la sécession, elle obéit à une logique de base, si j'ose dire, qui est une logique individuelle, libertarienne, c'est-à-dire la conviction que l'individu doit prendre ses responsabilités pour s'en sortir. Mais de mon point de vue, la survie, on va l'appeler comme ça, elle est très tournée vers une stratégie d'autonomie, d'autarcie d'une certaine façon. Alors moi je crois qu'il faut un projet politique. C'est-à-dire que nous devons nous assumer comme libertariens, c'est-à-dire dire que, je suis un lecteur d'Hayek, même s'il y a des choses qu'on peut ne pas partager chez Hayek, c'est mon cas, je crois que nous devons défendre le retour à l'ordre spontané. Je crois que la France vit, Macron est l'incarnation de l'ordre vertical dans ce qu'il a de plus obsolète et de plus étouffant. Donc je pense qu'il y aura un mouvement de balancier inverse que nous devons réussir, que nous devons préparer, que nous devons expliquer, que nous devons baliser, qui est le mouvement de retour à l'ordre spontané. Nous devons réinventer une société qui utilise les révolutions technologiques d'Internet, du numérique, pour développer et faire mûrir l'ordre spontané. C'est le premier chapitre de mon traité du monde d'après. C'est comment on fait pour revenir à l'ordre spontané ou remettre de l'ordre spontané
dans la société. Tous les Français sentent instinctivement ce que ça veut dire. Là, je dois faire hospitaliser ma fille pour une opération un peu délicate, mais relativement bénigne et banale. On passe plus de temps, les hôpitaux aujourd'hui en France disent aux patients, la consultation va durer un quart d'heure, mais venez une demi-heure avant pour pouvoir faire les papiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hôpitaux passent plus de temps à faire de la paperasse qu'à soigner. Personne n'aurait pu le prévoir, ça, quand ils ont fait cette réglementation. Et on nous dit, les hôpitaux manquent de moyens. Non, les hôpitaux français ne manquent pas de moyens. Les hôpitaux français ne soignent pas assez. Mais viens en Suisse. Et ils font trop de paperasse. Viens te faire soigner en Suisse, c'est pas cher. C'est pas les moyens. Et donc, il y a ce sujet, j'ai pas les moyens d'aller en Suisse. Et c'est beaucoup trop cher pour nous. Nous sommes presque le pays le plus pauvre du monde maintenant. Nous sommes tiers-mondisés aujourd'hui. Et donc, dans ce schéma, je crois que ce qui est important, c'est que nous ne soyons pas pris au dépourvu lorsque le système va basculer. Et il faut que nous soyons capables de tracer un chemin et de dire aux gens, une autre société est possible où vous ne passez pas 30 minutes de paperasse pour faire une consultation de 15 minutes à l'hôpital. Très bien. Éric, je te remercie.